Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi sur notre plateau de l'entretien criminaux pour notre 4e émission. Bonjour Alexandre, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va très bien. Tu connais le principe de l'émission. Oui, Alors on va débuter avec une petite présentation personnelle. Ton nom et prénom, s'il te plaît. je m'appelle Alexandre Gauthier, j'ai 29 ans, je suis canadien d'origine, j'étudie à l'Université de Montréal à l'école de criminologie. Actuellement, je suis doctorant et chargé de cours à l'école de criminologie. Et ma spécialisation en criminologie, je pourrais la définir comme la délinquance sexuelle. Très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la criminologie? En fait, la criminologie, essentiellement, moi, j'ai commencé avec un baccalauréat en psychologie parce que c'était l'esprit humain qui m'intéressait. Sauf qu'au fil des cours, je me suis rendu compte que c'était réellement plus l'esprit criminel qui m'intéressait, en fait, qui m'interpellait. Et donc, c'est dans le cadre d'un des cours que j'ai suivi pendant le bac qui portait sur les paraphilies, essentiellement, donc tout ce qui est déviance sexuelle. C'est vraiment là que j'ai développé un intérêt pour ce type de comportement-là. C'est d'ailleurs sur l'un de ces types de comportements que j'ai complété ma maîtrise, en fait, que j'ai fait mon mémoire de sadisme sexuel. Alors cela tombe bien que tu abordes ton mémoire parce que justement, je vais te demander de nous le présenter en 5 minutes, s'il te plaît. D'accord. Moi, mon mémoire de maîtrise portait sur les délinquances sexuelles sadiques de femmes adultes. Donc, en fait, il s'agit d'une étude comparative, donc on comparait essentiellement les sadiques avec les non-sadiques. Et l'objectif principal, en fait, de l'étude était de combler certaines lacunes des études antérieures. Essentiellement, il y a trois grandes lacunes que je peux nommer présentement. Premièrement, les échantillons qui étaient utilisés par ces études antérieures-là, c'était des échantillons, excusez-moi, très hétérogènes. C'est-à-dire, on utilisait des agresseurs sexuels de femmes, des agresseurs sexuels d'enfants. Donc, ça n'offrait pas un portrait pur, on pourrait dire, de l'agresseur sexuel sadique de femmes. Deuxièmement, la deuxième grande limite, en fait, c'est l'instrument qui était utilisé pour évaluer la présence du sadisme. Parfois, on se référait à des critères sur la base de la littérature, d'autres fois sur la présence de fantaisies sexuelles déviantes, et d'autres fois sur le DSM. Donc, on n'avait pas une mesure commune, donc c'était essentiellement difficile de comparer les études entre elles. Et troisièmement, c'était surtout qu'on se concentrait sur des variables à l'âge adulte, ou encore du mode opératoire. Donc, pour combler ces limites-là, nous avons réalisé une étude comparative auprès d'agresseurs sexuels, exclusivement des agresseurs sexuels de femmes adultes, avec un instrument validé empiriquement, la Severe Sexual Sadism Scale, donc la CSAS, ainsi que nous avons également examiné des variables s'étalant de l'enfance jusqu'à la phase post-délictuelle. Donc, en ce qui concerne les analyses que nous avons utilisées, essentiellement, nous avons utilisé une méthode quantitative, donc des analyses, essentiellement des tests T, ou encore des Kikari, donc des analyses bivariées, auprès de nos 206 agresseurs sexuels de femmes adultes. Les résultats, c'est intéressant, parce qu'il y a certains résultats qui contrastent avec la littérature, puis il y en a d'autres, au contraire, qui se chevauchent bien, en fait, les résultats qu'on retrouve dans la littérature. Tout d'abord, si on regarde à l'enfance et à l'adolescence, donc avant l'âge de 18 ans, autant les agresseurs sexuels sadiques que non sadiques présentent, en fait, rapportent avoir subi de la victimisation physique, psychologique, sexuelle, mais également avoir été exposés à ce type de violence-là. Toutefois, les sadiques se distinguent positivement des non-sadiques en ce qui a trait à la violence physique et psychologique. Une hypothèse qui peut être mise de l'avant et que d'autres en fait, chercheurs ont également mis de l'avant, par exemple Proulx en 2007, c'est que ce type de violence-là, ayant été vécu à l'enfance et à l'adolescence, se transposerait lors du modus operandi, à savoir la violence psychologique vécue à l'enfance, mais en fait se transposerait via l'humiliation de la victime lors de la commission du crime. Et la violence physique se transposerait via l'utilisation, entre autres, de la mutilation, de la torture, l'insertion d'objets, etc., dans les cavités corporelles. Par la suite, à l'adolescence, contrairement aux résultats rapportés par Proulx et ses collègues en 2007, qui rapportent que l'adolescent sadique est une personne qui accorde une très grande importance à la sexualité, notamment, bon, il fréquente les bars érotiques, consulte de la pornographie ou des magazines et du contenu pornographique, a recours aux services, par exemple, de prostituées, etc., et possède une faible estime de soi. Nous, dans notre étude, ces résultats-là ne sont pas ressortis. C'est-à-dire que les agresseurs sexuels sadiques et non sadiques ne se distinguent pas quant à ces variables-là. Toutefois, une explication
peut être mise à l'avant pour expliquer justement pourquoi on ne retrouve pas ces résultats-là, puis pourquoi on contraste avec Pro. Et en fait, la principale explication, la principale hypothèse, ce serait les critères que Pro et ses collègues ont utilisés pour distinguer leurs sadiques des non-sadiques, c'est-à-dire la présence de fantaisies sexuelles déviantes. Quand on regarde la littérature, les personnes qui ont ce type de fantaisie-là, souvent à l'adolescence, ce sont des personnes qui ont une faible estime de soi et qui donnent une très grande, en fait, qui accordent une très grande importance à la sexualité. Donc, de façon logique, c'est tout à fait normal qu'on retrouve ce profil-là chez les sadiques de Proust. À l'âge adulte, sur le plan psychologique, nous, on a retrouvé un profil de personnalité caractérisé par des traits évitants. Et en fait, ça concorde avec ce que certains auteurs, par exemple McCulloch 83, a mis de l'avant. C'est-à-dire, une personne qui a une personnalité évitante a des traits, souvent va être amenée à percevoir les autres comme étant une source de rejet, d'humiliation, va posséder également une faible estime de soi. Et donc, selon McCulloch, à l'adolescence, le sadique qui possède une faible estime de soi, notamment, encore, va avoir peur que les femmes, entre autres, le rejettent, l'humilient. Et donc, il va s'investir dans un monde de fantaisie à caractère sadique dans lequel il reprend en quelque sorte le pouvoir, le contrôle. Évidemment, c'est un contrôle illusoire. Mais il reprend ce contrôle-là et il réussit, dans le fond, à comme retourner contre les femmes de ses fantaisies, cette humiliation-là qu'il a l'impression de ressentir, etc. Sur le plan, en fait, sur le plan pré-modus operandi, pré-mode opératoire, en fait, l'année précédente et les heures précédentes la commission du délit, les principales variables qui sont ressorties, c'était la présence de fantaisies sexuelles déviantes à l'endroit de la victime ou encore d'une autre femme, un sentiment de colère qui peut être dû justement à une impression d'humiliation, de rejet, et des conflits interpersonnels avec la victime. Et pendant le crime en soi, les caractéristiques qui caractérisent les crimes sadiques, ben, on retrouvait pas mal les variables qui sont rapportées dans la littérature, c'est-à-dire l'utilisation de la mutilation, torturer la victime, humilier la victime, insérer des objets dans les différentes cavités corporelles, utiliser par exemple certaines pratiques agressives, c'est-à-dire par exemple la sodomie, etc. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle une forte proportion des victimes, malheureusement, meurent après la commission du délit parce qu'ils sont tellement blessés, ils ont tellement des blessures importantes qu'ils ne réussissent pas à survivre, en fait. Du coup, ça fait plusieurs fois que tu nous parles de Pro. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer qui est cette personne pour toi? Proust, en fait, c'est Jean Proust, un professeur titulaire à l'école de criminologie et ancien directeur pendant 12 ans de l'école de criminologie à l'Université de Montréal. Et Jean Proust, c'est mon directeur de recherche. C'était mon directeur de recherche dans le cadre de mon mémoire de maîtrise et c'est encore mon directeur de recherche dans le cadre de ma thèse doctorale, en fait, avec Jean-Pierre Guy. D'accord. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer comment vous avez collaboré ensemble? Comment on s'est rencontrés initialement? Initialement, mais même tout au long de ton travail de mémoire. OK. Mais initialement, en fait, c'est un drôle d'hasard, en fait, parce que Jean, il m'a proposé de travailler sur un des projets de recherche qui venait d'avoir une subvention pour. Ça s'appelait Pathways to Violence and Desistance. En gros, le projet de recherche, on s'intéressait aux trajectoires qui mènent à la délinquance sexuelle, à la commission de comportement sexuel coercitif avec contact, et au désistement. Il y avait 4 axes. Il y avait la violence conjugale, la violence sexuelle, il y avait également la radicalisation et la santé mentale. Moi, il m'a approché pour travailler en tant qu'auxiliaire de recherche sur ce projet-là pour les volets violence conjugale et violence sexuelle. Bon, au fur et à mesure, je suis devenu coordonnateur, mais c'est lors de la première rencontre qu'on a eue à son bureau pour me présenter le projet qui m'a, d'emblée, en fait, d'entrée de jeu, il m'a demandé si j'avais un directeur ou une directrice de mémoire, dans le fond, en vue. Et je lui ai dit, ben, je ne te mentirais pas en me disant que j'ai pas pensé à toi. C'est quand même une sommité mondiale dans le domaine. Moi, je voulais travailler sur la délinquance sexuelle, plus précisément sur le sadisme. Et il m'a dit, ben, gars, je vais te laisser le temps de voir, d'aller regarder les autres professeurs, les autres directeurs, etc. Et au fil de la rencontre, en fait, à la fin de la rencontre, il m'a dit littéralement, ben, gars, moi, je prends pour acquis, jusqu'à la preuve du contraire, t'es mon étudiant.
C'est à partir de ce moment-là, en fait, qu'il m'a un peu choisi, puis moi j'ai accepté volontiers. Et par la suite, depuis, ça fait 3 ans que je collabore avec lui, bientôt 4 ans, en fait, au début de la 4e année. Et ça a toujours été une belle collaboration. Tu sais, Jean, il est très ouvert, il est très généreux. Il va offrir beaucoup de projets, beaucoup d'occasions, dans le fond, de bien euh, augmenter, dans le fond, ton CV. Il est très... C'est plus qu'une relation mentor-élève. Tu sais, c'est vraiment une relation de collègue. Jean, il prend ses étudiants comme des futurs collègues, des futurs chercheurs avec qui il va collaborer. Tu sais, Jean, c'est pas rare qu'il nous invite chez lui à prendre un verre ou à fêter, par exemple, Noël, etc. Donc, c'est une relation qui est beaucoup plus que étudiant-élève. Tu sais, il y a un peu une relation, j'irais jusqu'à dire peut-être un peu paternelle dans un certain sens. D'accord. Évidemment, Jean, c'est un bourreau de travail, fait qu'il en demande beaucoup à ses étudiants, mais il nous demande à tout moment, en fait, au fil du temps, il nous a toujours demandé, il prend le pouls. C'est-à-dire qu'il nous demande, par exemple, est-ce qu'on dépasse tes limites? Est-ce que c'est correct pour toi? Est-ce que tu te sens trop étouffé? Etc. T'sais. Mais c'est vraiment une personne qui va donner énormément, mais qui s'attend aussi à avoir énormément. C'est-à-dire, je vais te donner beaucoup d'occasions de grossir ton CV, je vais te présenter à plein de personnes, je vais créer un réseau, tu vas devenir quelqu'un quand je vais avoir fini avec toi. T'sais. Comme il dit souvent, moi je fais des athlètes olympiques, sauf qu'il faut que tu aies la détermination puis l'effort, hein, puis la volonté de devenir un athlète olympique. Bien sûr. Et puis, il est venu vers toi pour proposer un premier projet initial parce qu'il connaissait déjà tes centres d'intérêt. Centres d'intérêt que tu t'es découvert dès ton baccalauréat en psychologie. Hein. Effectivement. Ouais, au baccalauréat, en fait, un peu j'en ai parlé au début. C'est-à-dire que lorsque j'ai suivi le cours de feu Joanne Lucille Rouleau, en fait, là, qui est décédée aujourd'hui, qui était une psychologue quand même importante dans le domaine. Puis, en fait, c'est en suivant son cours sur les déviances sexuelles que j'ai vraiment eu un intérêt, tu sais, comme un peu un coup de foudre, on pourrait dire, en recherche pour un certain sujet. Puis c'était vraiment, le sadisme sexuel, ça m'interpellait, ça m'intéressait. Je me questionnais à savoir qui sont. Souvent, on a une image un peu caricaturale. On écoute des films, on écoute des séries, puis c'est souvent ça, tu sais, le psychopathe fini, qui tue tout le monde, qui mutile, qui torture. Ça m'intriguait comme personnage. Puis c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à ce type de sujet-là. Je m'intéressais également aux meurtriers sexuels. Initialement, je m'intéressais aux agresseurs sexuels sadiques qui deviennent des meurtriers. C'est en travaillant sur Pathways, en ayant des discussions avec Jean, justement, et Jonathan James, qui était un de ses étudiants à cette époque-là, que j'ai décidé vraiment de m'enligner davantage sur le sadisme sexuel. Ça fait du sens. Et puis, je pense que comme beaucoup le savent, la recherche, c'est pas linéaire. Donc, j'aurais aimé un petit peu que tu nous expliques les points forts, mais également les points complexes que tu as pu rencontrer durant ta recherche de maîtrise. OK. Pour moi, la recherche, c'est des montagnes russes. Je pense que toi aussi, tu le sais. Oui. C'est des up and down non-stop. Et moi, au début, en fait, moi puis Jean, on s'intéressait... L'objectif premier de mon mémoire, c'était d'investiguer, en fait, l'hétérogénéité au sein des manifestations de sadisme. C'est-à-dire que sur la base d'une étude qui a été menée par Lompré, Guy et Knight en 2018, qui avait trouvé différentes trajectoires qui menaient au sadisme sexuel, mais on s'est dit probablement que les individus qui empruntent ces trajectoires n'expriment pas leur sadisme de la même façon. C'est des personnalités avec, justement, qui ont des personnalités différentes, qui ont un background de vie différent, donc probablement qu'ils n'expriment pas de la même manière. Donc, on a réalisé des analyses multivariées, des classes latentes, en gros, pour justement déterminer des groupes d'individus. Et on était tous contents, on avait trouvé 3 groupes, Jean était super content. Donc, au final, quelques mois plus tard, en refaisant en fait, les analyses, je me suis rendu compte qu'il y avait eu une erreur dans la syntaxe. On avait utilisé le logiciel M+, puis pour ceux qui connaissent le logiciel, c'est très... Tu crées ta syntaxe, tu écris ta syntaxe, puis si tu mets une virgule au lieu d'un point, ça ne te donne pas les mêmes résultats, c'est très complexe. Et donc, en refaisant les analyses, je me suis rendu compte qu'on s'était trompé, puis qu'il n'y avait pas 3 groupes, mais en fait, il n'y en avait qu'un seul groupe. Et donc, ça venait un peu nuire aux mémoires, surtout que j'avais commencé à écrire la discussion. J'étais parti, j'allais déposer en avril au lieu d'août, puis j'étais vraiment en avance. Finalement, il a fallu se retourner sur un dissous, en fait, puis de trouver un autre objectif intéressant. Ce fut justement l'étude comparative des sadiques non sadiques.
Et dans le mémoire, en fait, on retrouve une section sur l'hétérogénéité. Puis on explique que, en fait, on n'a pas trouvé l'hétérogénéité, puis on émet une hypothèse qui pourrait essentiellement expliquer pourquoi on n'a pas trouvé cette hétérogénéité-là, en fait. Oui, donc il y avait quand même une finalité assez intéressante. Et puis j'aimerais un petit peu plus que tu nous expliques, selon toi, qu'est-ce que ta recherche a apporté aujourd'hui au domaine de la criminologie? En fait, l'étude comparative qu'on a menée, elle se, elle se distingue des autres études antérieures du fait que nous avons utilisé un échantillon premièrement exclusivement composé d'agressions sexuelles de femmes adultes. Donc, le portrait qu'on dresse dans l'étude, c'est vraiment unique aux agressions sexuelles sadiques de femmes. Première chose. Deuxième chose, c'est l'instrument qu'on a utilisé. C'est-à-dire que c'est la première étude qui a utilisé un instrument validé empiriquement, c'est-à-dire la CESAS. Et troisièmement, c'est qu'on a vraiment eu un portrait global, on pourrait dire, c'est-à-dire de l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, le profil psychopathologique, le profil psychologique, psychosocial, le modus operandi, comparativement aux autres études dans le passé qui s'intéressaient quasiment exclusivement au modus operandi. Donc, ça leur a offert davantage de connaissances sur le plan théorique, essentiellement. Sur le plan clinique, ben c'est sûr qu'en connaissant davantage un phénomène, on est mieux placé pour intervenir auprès de ce phénomène-là et donc auprès des personnes qui ont commis ce type de délit-là, essentiellement. Bien sûr, et puis je pense que quelque part ton étude est venue un petit peu chambouler aussi certaines choses qu'on pouvait voir dans la littérature jusqu'à maintenant. Oui, effectivement. Dans la littérature, on retrouve deux grands profils sadiques sexuels, souvent qui ont fait débat. Hein, on retrouve le profil décrit par Knight et ses collaborateurs, donc Raymond Knight, et on trouve un autre profil décrit par Proulx et ses collaborateurs. Le premier profil, celui de Knight, en fait, il est décrit comme étant le sadique est décrit comme une personne ayant un profil de personnalité psychopathique, narcissique, antisocial, qui va essentiellement commettre ses crimes sadiques, donc il va torturer, mutiler, pour satisfaire sa recherche de sensations fortes, le thrill, le frisson, en fait. Tandis que celui décrit par Proulx, c'est plus un schizoïde évitant, donc c'est une personne qui est isolée socialement, qui est dans sa bulle, qui a peur du rejet, qui a une faible estime de soi, et qui va commettre ces crimes non pas pour répondre à une recherche de sensations fortes, mais pour simplement réaliser ses fantaisies sexuelles, qui au fil du temps ils se désensibilisent, en fait. Ils deviennent de moins en moins excitants sur le plan sexuel. Et donc, à un moment donné, le simple fait de penser à ces fantaisies-là, c'est plus suffisant. Il doit les exécuter, il doit les réaliser. Donc, on se retrouve avec deux profils carrément antinomiques. C'est des antagonistes totales. Et moi, en fait, le portrait que j'arrive avec, c'est un portrait qui ressemble plus à celui de Proulx, mais encore là, il y a des contrastes avec le profil de Proulx, des contrastes que tantôt j'ai soulevés lorsque j'ai expliqué mon étude essentiellement. En regardant ton CV, j'ai pu constater que tu avais plusieurs expériences professionnelles, tant dans le domaine de l'enseignement, de la recherche et également dans le domaine de l'intervention clinique. Alors, on pourrait en citer énormément, mais j'aurais aimé savoir si toi, il y aurait certaines expériences que tu aurais voulu mettre en avant aujourd'hui. Oui, en fait, moi, il y a deux types d'expériences. L'expérience de recherche, en recherche, et l'expérience d'enseignement. L'expérience clinique, j'ai pas tripé en soi. C'est l'une des raisons pour laquelle, excusez-moi, j'ai pas été en psychologie, intervention, etc. Puis je me suis vraiment focalisé pour la recherche en criminologie. Donc, en ce qui concerne la recherche, mais ça m'a permis d'approfondir mes connaissances, ne serait-ce que de comprendre comment le monde de la recherche fonctionne. Tu sais, c'est quoi une recension systématique? C'est quoi une méta-analyse? D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai suivi beaucoup de formations aussi concernant les statistiques. Tu sais. Et donc, c'est vraiment la recherche dans le cadre de ma maîtrise et dans le cadre de mon doctorat pour mes études respectives, mais également en tant que coordonnateur, par exemple, de recherche sur différents projets. Là. Je pourrais en nommer, tu sais, Pathways to Violence and Resistance, tantôt que j'ai nommé, qui était chapeauté entre autres par Jean Proulx et Anne Crocker, qui est la directrice de la recherche à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel. Mais il y a également, tu sais, cet été encore, j'ai travaillé pas sous la direction en fait, mais sous Franca Cortoni et Ian McPhail pour l'élaboration en fait d'un manuel d'évaluation des agresseurs sexuels. Donc, ces expériences-là en fait m'ont permis de me familiariser et de vraiment
développer un intérêt, ou du moins prendre conscience d'un intérêt fort pour la recherche. Et le deuxième type d'expérience, ce serait l'enseignement. En fait, la première charge de cours que j'ai donnée, c'était la session d'automne de l'année passée. Je donnais le cours psychopathie, et c'est vraiment en enseignant, c'était une aventure très intimidante, prime abord, mais c'était une aventure qui m'a vraiment fait réaliser à quel point j'aimais enseigner. J'aimais vulgariser du contenu scientifique. À quel point c'était gratifiant, en quelque sorte, de contribuer justement à la formation des futurs chercheurs, en fait. Et c'est pourquoi, justement, je vise une carrière à double volet, la recherche scientifique, mais également être professeur à l'université. D'accord. Et puis, je sais que durant ta maîtrise, comme d'ailleurs aujourd'hui au doctorat, tu cumules tes études, ton job, et puis également tu publies énormément d'articles. Comment dans tout ça, tu arrives à trouver ton équilibre? La question à 1000 piastres, honnêtement, et c'est la question que honnêtement, j'ai pas vraiment de réponse. Mis à part le fait que je te dirais que c'est du cas par cas. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants, moi je carbure au travail. Moi je suis quelqu'un je considère même pas ça à la limite comme du travail. C'est vraiment une passion. J'aime ça. Je suis assis dans le bus, ça me fait rire parce que des fois, je parle avec mon directeur, puis je suis assis dans le bus, puis j'ai des flashs par exemple, je pense à telle étude, je commence, ça pourrait être ça, une hypothèse, puis j'écris dans mes notes sur mon téléphone. C'est vraiment quelque chose qui m'habite constamment. Donc, pour moi, travailler 70 heures par semaine, ça me dérange pas. C'est pas quelque chose qui vient me ronger, puis ça vient pas altérer mon fonctionnement général. Après ça, comme je le dis, c'est vraiment du cas par cas. Il y a des personnes, first, il faut t'identifier tes limites, puis après ça, il faut que tu les respectes. Il y a des personnes qui sont pas capables de travailler 70 heures, puis ça veut pas dire qu'elles sont moins bonnes ou sont moins performantes. C'est juste que eux, pour leur santé mentale, ils ont besoin d'avoir leur fin de semaine à elles. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir pas de fin de semaine parce que je trouve ça intéressant. T'sais. Quand même, je réussis à avoir des moments de répit, des moments un plus de faire la fête, de prendre un verre, d'avoir du plaisir avec mes amis, mais ça ne me dérange pas de travailler énormément. Donc, ça répond en partie à ta question. Je n'ai pas la solution miracle, je n'ai pas la réponse miracle, mais je crois que c'est vraiment du cas par cas. Mais c'est ce qui fonctionne pour toi en tout cas. Ouais. Et puis là, tu es dans une année de rush, on peut dire, parce que c'est ta première année de doctorat. Ma deuxième. Ah oui, ta deuxième année de doctorat, excuse-moi. Et puis, du coup, il se passe beaucoup de choses parce que tu as un premier rendu à faire de propositions de recherche. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus à ce sujet? Oui, mais en fait, ma proposition de recherche, je l'ai déjà rendue. En fait, c'est dans le cadre de la première année. Ça s'est super bien passé en passant. Je n'ai pas eu besoin de corriger quoi que ce soit. Ça a été accepté tel quel. Puis en fait, mon sujet de doctorat s'inscrit dans la continuité de mes travaux à la maîtrise. C'est-à-dire, encore une fois, je m'intéresse au sadisme sexuel, sauf que cette fois-ci, je m'intéresse au sadisme sexuel chez les agresseurs sexuels d'enfants. C'est un sujet qui a été très peu étudié dans la littérature parce qu'on tient pour acquis essentiellement que le portrait du sadique sexuel qu'on trouve dans la littérature, c'est le portrait de l'agresseur sexuel sadique, peu importe le type de victime. Hein? Et c'est problématique en ce sens que lorsqu'on examine bien la littérature, il n'y a pas eu beaucoup de papier là-dessus. Là. Il y a eu le système classificatoire en 89 de Knight et Prinky. Et quand on regarde en fait le système classificatoire, ben, on se rend rapidement compte que les agresseurs sexuels les plus sadiques parmi l'échantillon sont ceux qui font le moins de blessures aux enfants. Donc ça va à l'encontre des connaissances qu'on a actuellement. Ils torturent quasiment pas l'enfant, ils ne mutilent pas l'enfant, ils font davantage peur à l'enfant. C'est plus une question de contrôle, de domination, de pouvoir. Ils vont faire peur, ils vont effrayer l'enfant, etc. Et donc, ça va à l'encontre de nos connaissances. Donc moi, mon but, dans le cadre de mon doctorat, c'est de désambiguïser, de clarifier le concept de sadisme sexuel à caractère pédophilique, notamment en développant une mesure, en identifiant les principales composantes de ce type de sadisme-là. De définir, premièrement, ce type de sadisme-là, et éventuellement, le gros objectif, c'est d'identifier des trajectoires développementales qui mènent à ce type de sadisme-là. Oui, donc il y a un gros travail de démystification, on va dire, mais également peut-être quelque part que tu lèves certains tabous aussi, parce que c'est des sujets dans la recherche qui sont difficiles à aborder, oui, sûrement. On se mentira pas, c'est pas les sujets les plus sexy là, quand tu parles. C'est un peu, c'est comme si tu mettrais ensemble les deux sujets souvent qui répulsent les gens. First, le sadisme sexuel, deuxièmement, les agresseurs sexuels d'enfants. Là, tu les mets ensemble, c'est sur mon sujet.
Fait que c'est intéressant quand on en parle à d'autres chercheurs, parce que des chercheurs dans le domaine de la délinquance sexuelle, c'est super intéressant. C'est innovateur. Sauf que quand on parle à d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement dans la délinquance sexuelle, ou du moins qui ne travaillent pas dans ce domaine-là, ça a un effet répulse. Ça répulse les gens. Souvent. Exactement. Et du coup, dans un tel sujet de recherche, moi, ce qui m'aurait intéressé de comprendre, c'est comment toi, tu te positionnes en tant que chercheur. Euh, Comment je me positionne comme chercheur? En fait, c'est drôle, parce que j'ai eu longtemps le syndrome un peu de l'imposteur. D'accord? C'est-à-dire que, tu sais, on nous lance dans les cycles supérieurs, on nous engage pour travailler dans sur tel ou tel projet, etc. Mais on est à la fois, c'est ça qui est intéressant au cycle supérieur, c'est on est à la fois des étudiants, des élèves, donc on des apprentis, des Bien sûr. futurs chercheurs, des futurs professeurs, tout dépendamment de ce qu'on vise comme objectif. Puis en même temps, on devient un peu des collègues. Ça, on travaille avec des professeurs, on travaille avec des chercheurs déjà bien établis. Puis, donc, il y a comme une double identité qui se crée. J'apprends en même temps, mais je travaille avec toi comme collaborateur. Donc, ben, je te dirais que c'est vraiment au fil du temps, en travaillant sur plusieurs projets, que là, tu acquiers des connaissances. Puis quand on te met dans des postes de responsabilité, des postes où tu as des responsabilités, qui te sont attitrés ou tu supervises d'autres étudiants, que là, à un moment donné, le syndrome de l'imposteur commence à prendre le large tranquillement. Puis tu commences à te dire, ben, finalement, je commence à m'en connaître un petit peu plus. J'étais à cette place-là il y a un an, maintenant, c'est moi qui supervise. Je commence à mieux comprendre. Puis c'est pareil pour l'enseignement. Au début, les étudiants qui disent monsieur ou professeur, c'est bizarre. Surtout que techniquement, tu n'es pas professeur. Là, mais Oui. pour eux, il n'y a pas de distinction entre un chargé de cours et un professeur. T'sais. Mais c'était bizarre initialement. Puis au fil du temps, tu commences à t'habituer. Même l'enseignement, tu développes ton style d'enseignement. Au début, tu essaies un peu de mimer ce que tu as été comme observateur. OK. Puis tranquillement, pas vite, tu développes ta technique. Fait que le syndrome de l'imposteur commence à prendre le bord de plus en plus. Mais je ne me considère pas encore comme étant un chercheur puis comme étant un professeur. Je veux dire, je suis un futur chercheur. Je suis en D'accord. apprentissage constant. Pour finir cet entretien, j'aurais aimé que tu nous expliques quelles sont tes ambitions pour l'avenir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter. Ben, en fait, comme je l'ai mentionné précédemment, en fait, moi, je me voue en fait à une carrière à double volet. Essentiellement, c'est de la recherche scientifique et être professeur à l'université. Après ça, bon, tout dépendamment, tout dépendamment à ce moment-là, s'il va y avoir des postes de libre, tout dépendamment des universités aussi, parce qu'en même temps, je connais des gens qui ont fini leur doctorat à l'Université de Montréal, par exemple, Nicolas Lompré, qui est parti enseigner en Angleterre. Moi, je n'ai pas nécessairement la volonté de déménager puis de me créer une autre vie dans un autre pays ailleurs. Bon, peut-être pas dans le cadre d'un post-doctorat, etc. Ça, c'est une autre histoire, parce que c'est un moment, c'est un certain moment, puis c'est une certaine durée. Sauf que de partir vivre ailleurs, je ne sais pas encore. Bon, après ça, c'est dans 4-5 ans, c'est pas tout de suite. Fait que, ouais, c'est ça. Moi, je me voue vraiment à une carrière de professeur, une carrière académique, là, essentiellement. De professeur. Et justement, il me semble que tu as un conseil à donner pour nos étudiants de criminologie. Oui, mais en fait, pour les étudiants, ce serait tout d'abord quand vous commencez la maîtrise ou même le doctorat, tout dépendamment où vous arrivez dans votre parcours à l'école de criminologie, mais je vous dirais essentiellement d'identifier principalement vos limites. Identifiez vos limites, puis après ça, respectez-les. C'est essentiel, je pense, pour la bonne santé mentale de tous. Je connais malheureusement des collègues qui en ont peut-être pris trop à un moment donné, puis qu'ils ont foncé droit d'un mur. À un moment donné, quand t'en prends trop, tu crois que tu peux y arriver, tu te fies malheureusement à tes amis qui n'ont pas les mêmes limites que toi. Donc, vraiment, d'identifier les limites puis les respecter. Et un autre conseil, vite vite, ce serait aussi que c'est hyper important de créer un réseau. Quand on est au cycle supérieur, de créer un réseau, de travailler avec le plus de personnes possible, des personnes très diversifiées. Pas nécessaire que ce soit simplement le sujet sur lequel toi tu travailles. Une des erreurs, personnellement, je crois, c'est de se surspécialiser dans un certain domaine sans avoir un regard sur d'autres. Moi, je travaille sur la délinquance sexuelle, mais je m'intéresse également à la toxicomanie. Je m'intéresse également, par exemple, aux femmes en prison, etc. Donc, à différents domaines, ça permet aussi d'avoir une vision beaucoup plus grande, puis de transférer les connaissances lorsque toi-même tu analyses tes propres études, tes propres recherches.
Ce serait essentiellement ces deux conseils-là que j'aurais à donner. Des conseils bien judicieux. Ouais. Eh bien, je te remercie d'avoir été là, présent pour nous, et puis d'avoir répondu à toutes ces questions. Puis j'espère qu'on te reverra une prochaine fois, peut-être, pour te présenter ton travail de thèse. Ben, merci beaucoup à toi, en fait, d'offrir l'opportunité aux étudiants de s'exprimer. Souvent, quand on entend parler des chercheurs, c'est majoritairement des chercheurs bien établis, qui ont déjà une bonne carrière, qui sont déjà très connus. Puis nous, les petits étudiants, futurs chercheurs en devenir, dans le fond, qu'on travaille à se faire connaître. Et je trouve honnêtement que ta plateforme, ton idée est géniale. Honnêtement. Je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette capsule vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur Alexandre ainsi que sur ses travaux de recherche, je vous laisse toutes les informations nécessaires en description. Aussi, si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire. Pareil, afin de ne rien louper de l'avancée de la recherche dans le domaine de la criminologie, assistez aux entretiens et abonnez-vous à la chaîne.